Les orientations principales de cette loi donc, sont fortement influencées par la réduction des gaz à effet de serre et par l'adéquation avec les accords de Paris sur lesquels les États-Unis ont eu la bonne idée de nous rejoindre il n'y a pas si longtemps. Pour une meilleure lecture donc, de cette loi, je me suis permis de l'organiser en 4 chapitres principaux. Ces chapitres seront évidemment l'empreinte environnementale, donc c'est vraiment le cœur du sujet en ce moment. Ce sera la partie financière, c'est qu'est-ce qui change aujourd'hui, on va dire, dans la loi de finances sur le plan financier. Évidemment, qu'est-ce qui va changer pour les investisseurs, hein, quelles sont les mesures qui vont être imposées aux investisseurs, et évidemment, en termes de fiscalité, quelles sont les petites modifications, parce que là, on ne va pas être sur des grands mouvements. À la fin du chapitre de l'empreinte environnementale, on fera un petit sondage, on vous enverra des questions concernant votre position par rapport au marché 2020 et voir si effectivement il y a eu on va dire des feux verts ou des feux rouges sur vos principes d'investissement. Donc, en commençant par l'empreinte environnementale, qu'est-ce qu'il faut retrouver ou qu'est-ce qu'il faut, entre guillemets, retenir? Alors, je ne sais pas si vous savez, mais depuis, on va dire, je crois que c'est 1974, à peu près tous les 10 ans, on met en place, on dote la France de nouvelles normes qui s'appliquent à la construction. Là, nous arrivons au terme de la réglementation RT 2012 et classiquement, une nouvelle norme se remet en place. La nouvelle norme qui rentre en vigueur, c'est la norme RE 2020, Réglementation énergétique 2020, dont l'application va être plutôt sur le mois de juillet 2021, même si tout est incitatif à partir du 1er janvier. Bien évidemment, la plupart des obligations vont commencer à intervenir à partir de juillet 2021. L'objectif principal de ces normes, c'est donc la réduction et la décarbonisation, je pense que c'est un néologisme, de la consommation des bâtiments. C'est une adaptation des bâtiments au nouveau contexte et notamment aux fortes chaleurs qui n'existaient pas il y a quelques années et bien évidemment de réduire l'empreinte carbone, mais cette fois-ci de la construction elle-même, hein, pas de la consommation de ces opérations. Donc, l'ARE 2020 va fixer des critères, comme je vous l'ai dit, qui sont à remplir à partir de mars, mais qui deviendront obligatoires pour la plupart 3 mois après. Le premier critère, c'est une consommation de chauffage inférieure à 12 kWh énergie primaire, hein, qui n'a rien à voir avec un kilowattheure énergie secondaire, donc électricité, produits acheminés. Là, ce sont des référentiels qui sont un petit peu pointus, mais qui rentrent effectivement dans ce qu'on appelle les DPE, hein, les diagnostics d'énergie, de performance énergétique. Donc, c'est une consommation qui doit être inférieure à 12 kWh sur le mètre carré. On va avoir un seuil de qualité d'air qui va être mesuré aussi et un seuil d'isolation thermique et phonique. Toutes ces opérations vont correspondre évidemment à des mesures d'écoute et des mesures de niveau de qualité qui seront faits au travers des diagnostics. 2 points très importants, il va y avoir une obligation, hein, je parle bien d'obligation, de la présence d'au moins une source de production d'énergie renouvelable, que ce soit des photovoltaïques, des puits canadiens, enfin peu importe, hein, mais ça va être une obligation pour les bâtiments. Et ensuite, une réduction d'empreinte carbone du bâtiment. Là, c'est lié aux matériaux mêmes que l'on peut utiliser dans la construction de ces bâtiments. Donc, les deux dernières mesures sont nouvelles et créent une vraie rupture, on va dire, par rapport à la norme RT 2012. On parlera dans la réglementation nouvelle. Ça, il faut qu'on s'habitue à ce nouveau terme, mais ce seront les appartements BEPOS. Hein, on a parlé
avant de BBC, par exemple, où on a parlé justement d'énergie passive. Là, on va parler d'énergie positive, donc des bâtiments qui sont censés rendre plus d'énergie qu'ils n'en consomment et qu'à ce titre-là, d'ailleurs, il y aura un marché de récupération de ce trop-plein d'énergie et qui, d'ailleurs, dans certains cas, permettent à des particuliers de revendre le trop-plein d'énergie et de le réinjecter sur le réseau. Et ils voient ça sur leur facture qui est diminuée justement du montant de l'énergie qu'ils leur redonnent. On va rentrer aussi sur un modèle d'un label qui existe déjà depuis 2018, mais qui est très peu connu des particuliers. Ce label, c'est le label E+, C-, qui est un label appliqué aujourd'hui sur le tertiaire. Ce qu'on appelle le tertiaire, c'est les bâtiments, les usines par exemple, ce sont les bâtiments de stockage et qui ont aujourd'hui des obligations de mise aux normes avec ce qu'on appelle E+, et c'est moins, c'est bien évidemment consommation moins. Un élément important aussi, c'est ce qu'on appelle les diagnostics de performance énergétique. Il est évident que tout ce qu'on vient de dire, ça va se mesurer et que ces mesures seront écrites. La grosse modification de cette année, il faut y faire très attention, c'est que les DPE, donc ces fameux diagnostics, deviennent opposables à partir du mois de juillet. Qu'est-ce que ça signifie opposable? Ça veut dire que c'est un élément constitutif de votre achat. Vous achetez un bien avec, je ne sais pas, un niveau de consommation B ou C, par exemple. Lorsque vous faites des diagnostics, vous vous rendez compte que vous êtes dans une catégorie F ou D, eh bien, ça rend le vendeur, ça lui donne une obligation contractuelle de vous payer tous les travaux qui vous seraient demandés pour revenir à la norme que vous avez achetée. Donc, le DPE opposable, c'est très important parce que c'est un DPE qui sera opposable à la fois pour les vendeurs et à la fois pour les locataires. Si vous louez un appartement en mentant sur le DPE, eh bien, vous êtes certain que le locataire aura le droit de vous attaquer en justice et de demander des dommages et intérêts. Il faut savoir que ces DPE existent déjà. Donc, bien évidemment, les DPE existants, ils sont censés durer 10 ans. Donc, tous les DPE qui ont été réalisés à partir de 2013 et jusqu'à 2017 auront une échéance anticipée fin 2022, obligatoire. Ceux qui auront été réalisés à partir de 2018 jusqu'à mi-2021 auront une échéance imposée en 2024 et tous les DPE réalisés donc en partant des nouvelles normes et de la nouvelle notion d'opposabilité du produit eh bien, seront, elles, d'une durée de 10 ans. Donc, on recommencera à réagir précédemment. Massivement interdit avec un horizon de 2024. Donc, on parle bien des remplacements et on parle bien de la mise en œuvre, évidemment, du chauffage au gaz. Ça va concerner tous les bâtiments individuels ou collectifs. Donc là, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de comment dirais-je, d'exception. Et en contrepartie, l'État, mais ce n'est pas encore totalement défini, doit porter des incitations. Elles sont soit fiscales, soit financières, sur tout ce que vous pourriez faire, évidemment, en termes d'énergie renouvelable ou de matériaux biosourcés. C'est encore un néologisme qui va faire école. Biosourcés, ce sont des matériaux qui sont naturels, du bois, ce sont des matériaux non transformés. Là, on parle de consommation, donc on va parler de billes de bois, par exemple, pour la consommation, de granulats pour vos chaudières. Mais quand on parlera de matériaux biosourcés pour la construction, là, on parlera effectivement de laine, on parlera de bois, de liège, voilà, de matériaux naturels.
Concernant une grosse, comment dirais-je, implication sur la rénovation des passoires thermiques. Pour ceux qui ont participé aux précédentes informations qu'on a données, on avait déjà indiqué qu'il allait y avoir des grosses modifications là-dessus. Il faut savoir qu'il va y avoir une interdiction du chauffage au fioul à partir de 2022, en tous les cas sur tous les bâtiments, qu'il va y avoir une interdiction du chauffage au charbon à partir de 2022 aussi, que, très important, il va y avoir aussi une interdiction à partir de 2028 de location des appartements considérés comme des passoires thermiques. On est dans la catégorie G en général vous savez, les catégories A étant les moins consommatrices et les G les plus consommatrices. Donc, le bas de tableau, on ne sait pas si ça concernera FG ou G, mais en tous les cas, sachez que si vous êtes propriétaire d'appartements qui ne seront pas aux normes, on va vous obliger ou vous interdire directement de louer ces appartements. Et progressivement, là, pareil, ce sont des demandes qui ont par le comité citoyen pour le climat, mais il y a une demande qui est à l'étude en ce moment et qui devrait voir le jour d'ici mi-2021, qui est le blocage des loyers sur ces fameuses passoires thermiques, toujours dans l'esprit de rendre ces bâtiments les moins intéressants possibles ou l'obligation pour les rendre intéressants de les mettre aux normes. Avant de lancer le financier, donc, si vous pouviez lancer le sondage, et puis je vous remercie d'y répondre. Je vais vous laisser 2-3 minutes pour répondre à ça, et puis on regardera s'il y a lieu pour faire quelques compléments d'information. La peur sur la baisse du marché, elle est bien évidemment partagée par tout le monde. Maintenant, il faut toujours avoir une réaction, on va dire, modérée. Quand on fait un investissement immobilier, c'est un investissement et que les épiphénomènes, on en a connu de nombreux. Pour les plus anciens, on va remonter peut-être à 89, 2000, la crise d'octobre, 2008, 2011. Et on se rend compte que les marchés qui résistent quand même le mieux, qui absorbent le mieux, on va dire, la volatilité globale, c'est encore le marché immobilier. Donc, bien évidemment, je comprends l'effet réactif. Pour autant, ce sont des choses qui doivent rentrer dans la discussion et qui doivent être étalées dans le temps. On parle d'un marché structurel sur l'immobilier et on ne parle pas du tout d'un marché réactif. On ne parle pas de pierre-papier, on parle effectivement d'investissement, cette fois-ci, d'investissement immobilier pur et dur. Très bien. Alain, oui. J'ai recueilli quelques petits commentaires à la suite de cette première partie concernant l'environnement. Une des questions qui paraît assez directe, c'est, vous avez parlé de l'introduction du chauffage au fioul et au charbon. Est-ce que ça veut dire que les installations existantes devront être remplacées? On imagine bien que les constructions neuves devront effectivement se plier à cette nouvelle obligation, mais est-ce qu'il va falloir changer sa chaudière et quand? Alors, l'existant n'a pas de raison d'être enlevé, d'accord? Les nouveautés ne pourront pas, on ne pourra pas mettre une nouvelle chaudière au gaz. Et au moment du remplacement, il y aura obligatoirement un conseil ou une incitation. Ça va dépendre, là pour l'instant, comme je vous dis, les textes de loi n'étant pas totalement sortis, on ne peut pas savoir si ce sera des incitations ou des obligations, mais il faut imaginer que le remplacement d'une chaudière pourrait poser problème et on pourrait vous demander effectivement de passer sur un autre mode de chauffage. J'ai une autre question sur est-ce que le niveau de performance qui est requis là est de 12 kW par mètre carré, est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu par les constructeurs comme très difficile à atteindre? Est-ce que ça va engendrer des surcoûts considérables? Est-ce que vous avez un feedback de la profession là-dessus? Oui, ce sont des normes contraignantes. Ça va entraîner des surcoûts.
Aujourd'hui, vous savez, quand on construit un mètre carré aux normes RT 2012 BBC, nous sommes à peu près à 2000 euros du mètre carré. Hein. Certains vous diront 1900 et des brouettes et d'autres 2025, mais peu importe. En gros, nous sommes à peu près à 2000 euros du mètre carré. On parle du mètre carré construit, hein, indépendamment du foncier, bien évidemment. Et effectivement, on risque d'avoir une augmentation de l'ordre de 20% du prix de la construction. Ceci va certainement s'additionner à une autre règle générale qui ne rentre pas évidemment dans la loi de finances, mais qui est un principe général de non-bétonisation. Hein, ça veut dire qu'on va éviter d'étendre les fonciers partout sur les champs, les zones inondables, etc. Donc, moins de fonciers, une construction potentiellement plus chère dans le neuf va obligatoirement donner un accélérateur au coût de la construction. On s'est rendu compte qu'en l'espace de presque 5-6 ans, les gens ont quasiment perdu dans l'acquisition une pièce. Là, on va peut-être perdre une demi-pièce à budget constant, hein, bien évidemment. Soit il va falloir augmenter le budget, soit il va falloir baisser en termes de surface. D'un autre côté, il faut savoir que le prix du neuf a eu toujours cet effet de tirer le prix de l'ancien vers le haut. Donc, ça répond aussi à une partie du sondage. Nous sommes, de par ces normes-là, plutôt incités à faire des acquisitions immobilières parce qu'on sent que le prix moyen va augmenter et donc on aura, si on fait un investissement aujourd'hui, même dans l'ancien, on a de fortes chances d'avoir une valorisation de cet ancien par l'augmentation du neuf et par la rareté du foncier. Hein, on ne parle pas du coût du travail, on ne parle pas du coût des matériaux, on ne parle pas de du transport même évidemment, qui sont des éléments aussi constitutifs du prix de la construction. Je m'arrête après cette dernière remarque, mais j'observe la tension paradoxale entre le fait on lutte pour augmenter le nombre de constructions neuves, puisqu'on sait que le niveau d'étiage est aux alentours de 400 000 logements par an, pour être à peu près pour un peu moins reconstruire. même maintenant. Et par ailleurs, avec ces nouvelles normes, alors que la tendance est plutôt à la baisse, puisqu'on a perdu 50 000 logements cette année par rapport à l'année précédente, on sent que ça va être compliqué à la fois de construire plus et mieux, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord, mais on joue sur deux choses. On joue sur, je veux dire, l'effet gilet jaune qu'on a connu. Hein, dès qu'on a voulu faire quelque chose d'impératif sur les normes ou sur l'augmentation des produits, enfin des taxes sur les produits pétroliers, etc. Et en même temps, on doit répondre à des exigences que nous sommes données, hein, des exigences européennes, de répondre dans le cadre du climat, voilà, à des modifications de comportement et des modifications de construction. Donc oui, on tire en même temps dans les deux sens et comme d'habitude, voilà, le milieu, il y aura des gagnants et des perdants des deux côtés, bien évidemment, mais on vit cette contradiction que tout le monde voudrait bien améliorer les conditions climatiques et surtout si c'est le voisin qui le fait, mais quand ça nous touche, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc oui, on va arriver vers ça, mais toujours pareil, ces tensions-là sont des tensions, on parle du marché, hein, sont des tensions positives sur l'attirance vers le haut, donc l'augmentation des prix, et c'est plutôt vers cet ancrage que nous, en tant qu'investisseurs, on doit se porter. C'est bien compris. Je vous laisse continuer. D'accord. Alors, je vous laisse concaténer les questions sur les sujets suivants. Maintenant, on va parler très rapidement du financier. Alors, toujours pareil, hein, les petits commentaires, ça c'est pour le plaisir de Marc à chaque fois. Donc, un cran de ceinture en moins, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon PC ne fonctionne pas. Hop. Voilà, pardonnez-moi.
Donc, on assiste aujourd'hui, de la part du Haut Conseil de stabilité financière, à un desserrement de l'étau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les établissements financiers vont avoir un petit peu plus de latitude que l'année dernière pour prêter de l'argent, tout simplement. Le taux d'endettement est fixé cette année à 35% versus 33%, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour l'année dernière, et le taux de tolérance de 20%. Qu'est-ce que c'est que ce taux de tolérance? Ce n'est pas 20% par rapport à 35%, bien évidemment. C'est 20% de dossiers qui sont complètement hors normes par rapport à ces 35%. Il est évident que quand on a des clients qui gagnent 200 000 euros, 35%, le reste à vivre est tellement important qu'on ne peut quand même pas les contraindre sur leur engagement à se bloquer sur ces 35%. Donc, l'année dernière, la tolérance était de 15%, elle a été consommée à 100% d'ailleurs. Et bien, cette année, la tolérance sera de 20%. Et c'est bien des tolérances qui excluent voilà, les hauts revenus, évidemment, de ce taux d'endettement fixé à 35%. Il y a juste un élément aussi, c'est que les banquiers, on leur a demandé d'insister sur les primo-excédents, donc de plutôt favoriser entre deux dossiers un primo-excédent à 35 voire 36% plutôt qu'un investissement locatif. Donc toujours pareil, l'investissement locatif, c'est un peu le parent pauvre de l'investissement, enfin en termes de produits financiers bancaires, le risque banquier est plus important. Et effectivement, comme toujours, j'inciterai nos investisseurs à se positionner en début d'année pendant que les banquiers n'ont pas rempli leur quota. Et en fin d'année, c'est toujours beaucoup plus difficile de faire passer des dossiers. Fin d'année, c'est novembre-décembre, bien évidemment, de faire passer des dossiers de financement sur du locatif. Autre chose qui est important aussi dans le terme de la finance, c'est pour certains, vous avez connu depuis l'année dernière MaPrimeRénov'. Alors, MaPrimeRénov', c'est le principe de base, c'est d'aider les foyers les plus faibles à pouvoir financer des travaux de rénovation énergétique. Précédemment, quand ils faisaient un crédit d'impôt, vous rappelez que le crédit d'impôt intervient au mois de juillet en termes de résultats financiers, au mois de juillet de l'année N+1, une fois qu'on a fait la déclaration sur l'année fiscale précédente. Donc, on pouvait, dans le cas extrême, faire des opérations au mois de janvier et n'avoir le remboursement de crédit d'impôt, enfin son effet fiscal, qu'au mois de juillet de l'année N+1. Ce n'est pas toujours supportable pour des petits budgets. Donc, MaPrimeRénov', c'est une façon de rendre ce remboursement de l'État beaucoup plus rapide et de faire une prime directement soit à l'achat, soit, et c'est à l'étude, que cette prime vienne directement en déduction de la facture d'origine, ce qui serait encore plus intéressant, bien évidemment, pour les petits revenus. Important aussi, cette prime rénov' qui était réservée l'année dernière uniquement pour les propriétaires résidences principales s'ouvre aux propriétaires résidences secondaires et au marché locatif, donc aux résidences locatives. Vous êtes propriétaire d'un bien que vous louez, à partir du mois de juillet 2021, vous pourrez bénéficier de cette prime rénov'. Je vais quand même, sans être mauvaise langue, vous dire que c'est un petit peu compliqué. J'ai eu des retours assez, comment dirais-je, croustillants du millefeuille administratif français qui, lui, pour autant, n'a pas vraiment changé. Et donc, se lancer dans l'obtention de la prime rénov', voilà, je pense qu'il faut être motivé pour faire ce genre de choses. Sur le plan financier, une autre modification qui peut être amusante, alors là, c'est l'excès de néologisme qui est une grande spécialité française, la contemporanéisation des APL. Ça veut tout simplement dire que dans le temps, je parle de l'année dernière, les APL étaient calculés sur les revenus de N-2. Là, les APL vont être calculés tous les 3 mois sur la dernière année courante.
ce qui fait que tous les personnes qui ont eu des baisses de revenus, on va dire l'année dernière par exemple, auront des APL qui seront proportionnelles à la réalité au lieu d'avoir des APL proportionnelles à des revenus qui étaient antérieurs de 2 ans. Concernant un autre point là, qui va concerner tout le monde et la plupart d'entre vous, sachez que c'est pour la taxe d'habitation, 80% de la population a été, d'ailleurs arrête la taxe d'habitation cette année, vient pour les 20% restants. Donc une réduction de 30% sera appliquée sur l'année 2021. La réduction de 65% sur l'année 2022 et l'exonération totale est prévue, bien évidemment, pour l'année 2023. Voilà pour ce qui est de la partie financière. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui concerne les investisseurs. Je m'adresse à Marc. Concernant les investisseurs, qu'est-ce qu'il va nous arriver? La première chose, c'est que sur les revenus locatifs, vous savez que depuis 5 ans, il y a une expérience d'encadrement des loyers, enfin depuis 2 ans, pardon, une expérience d'encadrement des loyers sur 2 communes principales qui sont Paris et Lille, enfin, si on peut appeler ça des communes. Ces 2 expériences ont donné a priori satisfaction. De ce fait, un certain nombre de communes ou métropoles ont souhaité adhérer à ce système. Lyon, Bordeaux, Grenoble, Montpellier et plusieurs communautés de communes, la Plaine Saint-Denis par exemple. Voilà, vous avez des communautés de communes autour de Paris qui se sont inscrites au mois d'octobre de l'année dernière. Ce sont des inscriptions, des dépôts de dossiers. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté, ça ne veut pas dire qu'on en connaisse encore le contenu. En tous les cas, dans ces villes-là, il faut s'attendre, dans l'année peut-être 2021, à avoir des plafonds plafonnés, enfin des loyers, plafonnés de façon tout à fait légale. L'abandon de loyer, ça c'est important, on s'adresse là aux propriétaires notamment de locaux commerciaux. Vous savez que vos locataires ont eu d'énormes difficultés financières pour la plupart. L'État a mis en place un système qui est très simple. Soit votre locataire ne vous paye pas du tout et vous allez au procès et vous avez des tas de soucis de récupération financière et ce sont des cas qui vont bien évidemment exister. Soit vous faites volontairement un abandon de loyer et dans ce cas-là, l'État vous crédite de 50% de votre montant des loyers en crédit d'impôt, que ce soit sur l'IR ou sur l'IS. C'est les deux gestions globales sont recevables aujourd'hui. D'accord ? Alors, en ce qui concerne la mise en application de la loi Elan, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, la loi Elan qui, comme chacun sait, veut dire l'évolution du logement et de l'aménagement et du numérique. Là, on va parler du logement, bien évidemment. C'est une loi qui intégrait la notion de personnes à mobilité réduite et de personnes âgées. Donc, à partir de cette année, il va y avoir des obligations et des obligations sérieuses de mise en application des procédures de cette loi Elan. La première de ces notifications, c'est la douche à l'italienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Une douche à l'italienne, c'est une salle d'eau de plein pied. Voilà, il faut l'entendre comme ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas ce qu'on appelle des ressauts, c'est-à-dire que vous ne devez pas monter dans votre douche ni avoir une baignoire. Ça, c'est une obligation maintenant dans les logements neufs à partir du 1er janvier pour tout ce qui concerne des appartements rez-de-chaussée ou les maisons individuelles dans des lotissements ou des biens situés, enfin destinés à la location. On parle évidemment des nouveaux biens. À partir de juillet 2021, tous les biens construits seront concernés par cette norme. Cette norme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand vous avez une baignoire, vous imaginez que le siphon, il est au-dessus du plancher. Eh bien, dès la construction maintenant, vous serez obligé de concevoir des siphons dans le plancher de façon à permettre une écoulement de l'eau directement à partir du plancher en créant une inclinaison même faible, mais il faudra
que le siphon soit intégré dans le plancher. C'est important parce que la loi est explicite sur un élément particulier, c'est que si vous mettez une baignoire, parce que vous pouvez toujours avoir la préférence pour une baignoire, il faut que la personne qui loue ou qui achète votre bien derrière puisse ôter la baignoire, réaliser la douche à l'italienne sans intervenir sur les travaux de gros œuvres, c'est-à-dire toucher, enfin enfoncer une canalisation de 20 cm dans le sol, c'est du gros œuvre. Donc il faut que le siphon soit déjà prévu dans le plancher, à ce que vous mettiez au-dessus une baignoire, une douche, même avec un escabeau, si vous voulez faire une douche à hauteur. Mais voilà, c'est une des normes importantes dans les constructions et dans les constructions neuves. Donc, sachez qu'à un moment, il y a toujours une incitation, mais ces incitations finissent assez régulièrement par devenir des obligations. Et nous sommes bien partis pour ce genre de choses. Autre chose très importante aussi, les plans de travaux en copropriété. Alors, il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez une copropriété de 15 ans, dans la première assemblée générale qui va avoir lieu en 2021, vous aurez une obligation de prévoir les travaux sur 10 ans, que ce soit des rénovations d'escaliers, des changements d'ascenseurs, des réfections de façade, enfin peu importe. Et tous ces travaux devront être budgétisés, d'accord? Donc, il faut qu'ils soient chiffrés, nommés et chiffrés, et que vous aurez une obligation de consignation de 2,5% de ce montant-là par an en frais de réserve. Donc, ce seront des charges qui seront collectées par le syndic et qui seront mises sur un compte réserve et susceptibles d'être utilisées au moment où on va réaliser ces travaux. Cette consignation a été rendue obligatoire parce que beaucoup de propriétaires opposaient le fait de ne pas faire des travaux au fait que les locataires ne payaient pas leurs charges ou qu'il y avait des recharges, enfin qu'il n'y avait pas d'argent pour le faire. Là, avec cette obligation, les locataires, on sent bien, enfin les propriétaires, on sent bien que l'État souhaite leur obliger à réaliser les travaux de mise à niveau de leur bâtiment, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau d'autres normes, simplement par la consignation de cet argent. Quelque chose qui intéresse aussi les propriétaires, c'est les procédures d'expulsion, on va dire, de nos amis les squatteurs. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais aujourd'hui, un squatteur, quand il est chez vous, vous avez quasiment très peu de possibilités de le mettre dehors. À partir de ce qu'on appelle la loi ASAP, alors pour les acronymes, ils sont toujours très forts, mais c'est la loi de simplification de l'action publique, tout simplement. Et cette simplification va nous permettre d'intégrer dans la loi des squatteurs dont on va parler tout à l'heure, d'intégrer aussi les résidences secondaires. Aujourd'hui, le flou artistique des textes ne vous permettent pas toujours en tant que résidence secondaire d'avoir les mêmes droits que quand vous êtes sur une résidence principale. Donc, l'intégration des résidences secondaires à cette loi, c'est un premier prérequis. Le second, c'est que vous devez faire une demande effectivement auprès du préfet pour expulser un squatteur. Cette demande, à ce jour, le préfet aura une obligation de réponse sous 48 heures. Donc, c'est quelque chose qui, avant, n'avait pas de délai. Il pouvait mettre 2 ans. Donc, aujourd'hui, ce délai est raccourci à 48 heures. En cas de réponse négative, vous n'avez qu'à faire une nouvelle demande. Moi, je ne peux rien faire pour vous non plus. Et en cas de réponse positive, vous avez un ultimatum de 24 heures à déposer auprès de vos squatteurs. Et 24 heures après, vous avez une mesure exécutoire immédiate que vous pouvez demander aux forces de police de faire appliquer directement la loi. Donc là, c'est un vrai plus parce que peut-être que les fameuses émissions de Lucet et autres ont eu un effet. Et c'est très important parce que ce sont des choses qui vont être inscrites dans la loi et c'est très conservateur pour les investisseurs qui pouvaient, à juste titre, se craindre, entre guillemets, ce type de situation. Pardon, je vais enlever ça.
Ensuite, voilà, pour ce qui concerne les investisseurs, je pense qu'on a fait le tour des choses importantes. Maintenant, le dernier volet, ça va être la fiscalité. J'essaye d'aller assez vite pour rester dans le temps qu'on avait prévu au départ. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, sur la fiscalité. Alain, juste pour que je voudrais Oui. citer quelques questions qui sont posées là. Les douches à l'italienne ont créé un petit peu d'émoi. J'ai remarqué tout de même que dans votre présentation, il s'agit uniquement des appartements au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, dans les constructions neuves, au rez-de-chaussée, jusqu'au mois de juillet, où là, ce sera valable pour tout le monde, enfin pour tous les étages. Ah, d'accord, pour tous les étages, ok. Dans le neuf, voilà. Parce qu'au rez-de-chaussée, ce n'est pas un problème, mais en étage, ça oblige souvent à faire des planchers plus épais. Les rénovations sont-elles concernées? Alors, on parle du neuf pour l'instant. Il n'y a pas de notion d'ancien, de réhabilitation, etc. Mais comme toujours, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est incitatif aujourd'hui va devenir obligatoire demain. Donc, c'est intéressant quand vous faites une restauration, une rénovation, des travaux importants. Voilà, commencez à penser que ce serait peut-être intéressant d'intégrer ce type de normes dès maintenant, parce qu'il y a de fortes chances qu'un jour ou l'autre, ça devienne une norme obligatoire et que ça coûtera plus cher de refaire du gros œuvre que de l'avoir prévu au départ. Une petite question, alors pour revenir sur la partie financement Oui. de la partie précédente, vous avez parlé du reste à vivre, des 35%. Est-ce qu'il y a également, est-ce que les banquiers sont préoccupés par la quantité de fonds propres qui est apportée? Est-ce qu'on a souvent coutume de dire qu'un minimum de 10% est quand même nécessaire, 10%, et ça peut qui vont un petit peu au-delà des frais de notaire. Est-ce que vous observez une tendance lourde là sur ce domaine? Alors, j'observe, comme tout le monde, beaucoup de verbiage et peu de réalité. D'accord. Aujourd'hui, en tous les cas, sur l'année précédente, à aucun moment, je n'ai financé moins de 100% du bien. D'accord. Donc, cet apport aujourd'hui, c'est une question toujours de négociation, c'est une question de profil. Donc, il est évident que si vous êtes locataire, que vous avez 25 000 € de revenus annuels et que vous cherchez à faire une acquisition, là, évidemment, le banquier aura tendance en direct à vous proposer, voire à vous imposer une partie financière. En ce qui nous concerne, je veux dire, dans la population dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à aucun moment je n'ai fait faire un apport, même si on nous l'a demandé. Ce n'est pas pour autant qu'on est obligé de répondre positivement. Et pour autant, les dossiers ont été financés à 100, 105, 110%, en fonction, toujours pareil, de la qualité du profil. Donc, c'est bien. Il n'y a pas une obligation, il y a une tendance des banquiers à le demander. Ils se réassurent, ce qui est normal. Pour autant, tant qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle, tout est du domaine de la négociation. Merci. Voilà. Donc, concernant la fiscalité, dernier chapitre, donc vous voyez, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Modification du barème, évidemment, des impôts. C'est une très légère modification puisqu'on assiste en fait à un ajustement de 0,2% à peu près des tranches, ce qui est peut-être même un peu en dessous de l'inflation, donc ce n'est pas très gênant. Juste une modification de la tranche à 11%. Vous vous rappelez qu'avant, c'était une tranche à 14%, mais globalement, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change non plus pour les CHER.
CEHR, pardon, qui sont les contributions exceptionnelles pour les hauts revenus. Je vous rappelle que quand vous êtes dans une tranche à 45%, si vous dépassez 250 000 euros, on parle de coefficient familial 1, bien sûr, si vous dépassez 250 000 euros, vous avez un petit bonus de 3%, et si vous dépassez 500 000 euros, vous avez un petit bonus de 4%. Donc, ce sont des choses à prendre en compte, notamment quand on fait, par exemple, de la déduction d'impôts au travers des monuments historiques. Vous comprenez l'effet sur plus d'effacer ces tranches-là. Petite chose aussi qui n'est pas une nouveauté, mais qui est une prolongation de ce qu'on appelle les dons Coluche. Alors, les dons Coluche, en fait, ce sont tous les dons qui ont une destination à des organismes sociaux. Vous donnez à l'Abbé Pierre, vous donnez au Resto du Cœur, vous donnez, voilà. Donc, toutes ces associations à but social, on vous autorise donc des dons qui sont portés à 1 000 euros. Au moins pendant toute l'année 2021, avec de mémoire une réduction d'impôt un crédit d'impôt, pardon, qui se porte à 75%. Donc voilà, ce sont des choses qu'il faut savoir et qui vont dans le sens global de supporter ou d'aider à supporter les conséquences sociales de l'année qui vient de passer. Sur les lois de défiscalisation elles-mêmes, alors il n'y a pas urgence, mais en tous les cas, maintenant c'est inscrit dans les lois. La loi Pinel n'est plus du tout applicable sur les résidences privées, sur les pavillons, ce qu'on appelle l'individuel plus exactement, et n'applicable que sur le collectif. Ensuite, à partir de 2023, il y aura une érosion sur le taux de réduction d'impôt. Je vous rappelle que 18%, c'est un calcul sur 9 ans, 2% par an pendant 9 ans. Eh bien, sur 9 ans, vous passerez à 15% au lieu de rester à 18%. Et 2024, nouvelle érosion qui est programmée, de 15%, vous passerez à 12%. Donc, vous vous rendez compte, aujourd'hui, on ne fait pas, je sais pas, de la Bouvard Sancy parce qu'elle est à 11%. Demain, on sera sur de la Pinel à 11%. Donc, les équilibres financiers, compte tenu de l'augmentation des coûts, compte tenu de l'inflation, compte tenu de tout ça, fait qu'effectivement, on a peut-être intérêt à consommer ces lois fiscales pendant qu'elles sont encore recevables. Il risque d'y avoir 2 exceptions à cette érosion des avantages fiscaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les quartiers prioritaires en ville. Donc, quand vous avez des quartiers de rénovation, on pourrait imaginer certains quartiers qui ont été connus malheureusement au centre de Marseille ou dans des lieux comme ça. Eh bien, la rue d'Aubagne, je crois, de mémoire, ces quartiers-là, quand vous ferez une Pinel dans ces quartiers-là, on conservera quand même l'application de 18%, et ce, jusqu'au terme de la loi. Le terme de la loi, c'est 2025, comme vous l'avez lu sur la dernière ligne. Et la deuxième exception, elle est un peu particulière parce que ça va être compliqué de la valider, mais on considère que si vous allez au-delà de la norme RE 2020, c'est-à-dire à la limite que votre appartement, au lieu de consommer du 12 kWh, vous arrivez par tous les artifices possibles et imaginables à consommer du 8 kWh, eh bien, si vous pouvez prouver que vous êtes meilleur que la norme, à ce moment-là, vous pourrez demander l'application, plus exactement la continuité de l'application du barème favorable de la loi Pinel. D'accord ? C'était donc ce qu'on appelait le bâtiment passif à l'époque. D'accord ? Alors, ensuite, qu'est-ce qui nous arrive ? Les monuments historiques et le déficit foncier. Alors ça, c'est un rappel pour les monuments historiques et c'est une nouveauté pour le déficit foncier. Je vous rappelle que quand vous faites un monument historique, vous allez réaliser une économie d'impôt immédiate, puisque vous allez faire de la déduction fiscale, vous allez réduire l'assiette de calcul de vos impôts. À partir d'hier, en fait, vous pouvez faire une chose en même temps, c'est acheter un monument historique en janvier,
déterminer que vous allez mettre 100 000 euros, par exemple, de travaux pour effacer uniquement vos tranches marginales d'imposition élevées. Et donc, dès le départ, sur impôt.gouv, dire que vous allez gagner votre montant moins 100 000, ce qui va générer le mois d'après directement une modification du PAS. Je vous rappelle que vous n'agissez pas sur le prélèvement à la source, vous agissez sur l'assiette de calcul du prélèvement à la source. Et donc, en intégrant directement, dès le début de l'année, le montant des travaux que vous souhaitez appliquer, eh bien, vous aurez une application du PAS directement, ce qui veut dire aussi que, puisque pendant la période de travaux, vous allez pouvoir emmagasiner l'économie d'impôt avant justement que le bâtiment soit lui-même livré. Et peut-être que cette économie vous servira ultérieurement, effectivement, à améliorer le différentiel entre votre mensualité et le loyer. Concernant l'application sur le déficit foncier, vous savez que ce n'est pas un revenu ordinaire, mais un revenu exceptionnel. Et à ce titre, vous avez des acomptes contemporains qui vous sont prélevés, soit mensuellement, soit trimestriellement, ça dépend des montants. Et bien, de la même façon, si vous avez une modification prévue parce que vous avez fait une acquisition d'un gros déficit foncier qui va éponger vos bénéfices fonciers, vous pouvez agir directement sur le mois en cours, enfin, avec l'effet, il faut que ce soit avant le 20 du mois pour être effectif le mois d'après. Si vous passez ça, vous pouvez perdre un mois de trésorerie, entre guillemets. Mais c'est important de savoir que même cet acompte provisionnel, c'est une possibilité pour vous, voilà, de constater l'économie d'impôt avant de devoir commencer à régler vos échéances. Mauvaise nouvelle, là c'est pour les loueurs meublés professionnels. J'insiste, ce sont bien les loueurs meublés professionnels. Les cotisations sociales qui sont toujours de 17,2% seront appliquées à tous et à toutes d'ailleurs, même si vous êtes en déficit. D'accord? Donc là, il s'agit d'une ardoise minimum à régler à l'État qui est de 1 145 euros. C'est un forfait de CSG-CRDS en fait. Et théoriquement, la CSG-CRDS, c'est bien évidemment uniquement sur les bénéfices. Et bien là, imaginons que vous ayez des bénéfices meublés voilà, des bénéfices meublés qui ont, je sais pas, disons de 3 000 euros, je ne parle pas des revenus, je parle des bénéfices de vos meublés. Sur 3 000 euros, vous payez l'année dernière 17,2, ça doit faire quelque chose comme 516 euros de mémoire. Et cette année, vous payerez de toute façon 1 045 euros de base et peut-être même une petite cotisation liée au fait que vous ayez des bénéfices. Donc ça, c'est une mauvaise surprise pour les loueurs meublés professionnels. J'engage à ces loueurs meublés de rester dans le déficit le plus possible parce que le bénéfice, de toute façon, il sera toujours taxé. Et en fait, oui, c'est vrai aussi que maintenant, même si vous êtes en déficit, vous serez amené, donc je retire ce que je viens de dire, vous serez amené en déficit à payer quand même cette ardoise minimum. Oui, je vous rappelle, mais ça c'est en fin d'intervention, je vous rappelle effectivement que vous avez dû recevoir sur vos comptes, pour tous ceux qui ont un crédit d'impôt récurrent, 60% qui ont été versés chez pratiquement tous nos clients le 15 janvier, donc c'est pas vieux, mais vérifiez qu'il soit bien fait et vérifiez le montant parce que d'habitude, il y a 2-3 petites coquilles, on va dire, qui sont voilà, toujours mauvaises à recevoir. Donc, vérifiez bien effectivement que que votre acompte a bien été réglé et correspond bien à au montant prévu. Voilà. Pour ma part, sauf erreur, j'ai terminé mon intervention. Si, j'ai oublié parce que je l'ai vu il y a très peu de temps. Il y a un crédit d'impôt qui est, alors crédit d'impôt, là on ne parle pas de prime, ma prime rénov, qui va être mis en place pour les bornes électriques de recharge
pour la voiture. Donc, si vous avez un parking et que vous voulez créer une borne ou une station, on va dire, de recharge dans votre parking, sachez qu'il va y avoir un crédit d'impôt. Attendez que ce soit mis en place définitivement pour pouvoir en profiter. Dernier point, mais ça concerne uniquement les propriétaires de locaux commerciaux ou de locaux, on va dire, de tertiaires, de stockage ou autres. Je vous rappelle à partir de 2022, vous aurez une obligation annuelle de déclaration du niveau de consommation énergétique de vos bâtiments. Donc ça, c'est pas forcément, ça touche pas tout le monde, mais sachez que c'est une opération qui s'approche au fur et à mesure et qu'en 2022, ça sera pour tout le monde. Voilà. Donc, hop, je vais couper mon écran. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, dis-moi. Sur le taux Oui, vous avez déjà un peu répondu à la question du oui, je pense. Alors, mais vous pouvez remettre le point. Tu peux enlever le plein écran. Je ne sais plus si ici. Donc la question, c'est effectivement, il y a quel est le niveau de flexibilité de la part des banques en ce qui concerne les 35%? Voilà. Donc, comme je disais, les banques ont 20% de capacité de tolérance de dossiers dépassant les 35%. Honnêtement, voilà, c'est toujours pareil. Si vous êtes dans un marché où on est du loueur meublé et des petites opérations Pinel, ça va toucher 100% de vos clients. Quand on travaille ensemble sur des déficits fonciers, sur des acquisitions type Malraux, monuments historiques, voilà, sur les gros volumes, les banquiers ont au moins l'intelligence d'adapter en fonction du profil. Plus vous avez un profil recevable, plus de chances vous avez de passer bien au-delà de ces normes-là. Alain, oui, une petite est-ce que question. vous lancez le deuxième sondage? Avant le sondage, vous avez parlé des abandons de loyer par les bailleurs oui. particuliers commerciaux. On parle des bailleurs, oui. on parle des baux commerciaux, là, on ne parle pas des baux résis. Non, on parle des baux commerciaux. Et est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire? C'est quand même demandé. Alors, il va y avoir une déclaration. Je ne connais pas encore la procédure parce que je ne l'ai pas appliquée et puis je n'ai pas de raison de l'appliquer en direct. Là, je me renseignerai pour chaque personne qui pourrait me poser la question. Honnêtement, pour l'instant, je ne connais pas la procédure. Je connais les faits et les faits, il est quand même assez intéressant. Maintenant, la procédure, c'est nécessairement une déclaration auprès de l'administration fiscale, un engagement et une contre-signature vraisemblablement du locataire qui doit confirmer que vous avez bien abandonné le loyer et qu'on ne puisse pas revenir là-dessus quoi qu'il arrive. Donc, il y a forcément une convention bipartie entre le locataire et le bailleur et cette convention sera soumise évidemment auprès de nos amis de l'administration fiscale et donnant droit à un crédit d'impôt. Crédit d'impôt, c'est bien sur l'année N+1. Vous avez parlé des LMP et quid des LNMP? Est-ce que les non professionnels sont impactés Pas encore. On attend la loi de finances de l'année prochaine. Non, mais ce qui est important, et la question est toujours amusante et intéressante, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on voit une orientation se faire, on a de fortes chances de la voir se concrétiser au fur et à mesure. Donc, il est tout à fait possible que, peut-être pas l'année prochaine, mais dans 1 an, dans 2 ans, on ait effectivement pour les loueurs meublés non professionnels, une petite quote-part à payer. Parce que je vous rappelle que c'est un régime qui est extrêmement favorable, le loueur meublé non professionnel, et que ça étape totalement à l'État en termes
quand c'est bien géré, je veux dire. Donc, à partir du moment où une source qu'il ne peut pas travailler, puisque là, on parle d'un plan comptable, hein, on ne parle pas d'une loi de finances, donc l'État ne va pas remettre en cause la loi comptable, plus exactement l'ensemble de la comptabilité des BIC, juste pour une fraction sur laquelle il ne peut pas porter d'impôt. Donc, il pourrait très bien imaginer de créer une espèce de taxe, une espèce de pourcentage, une espèce de forfait pour les loueurs meublés non professionnels. Pour l'instant, ça ne constitue et ça ne s'applique que sur les professionnels. Et à partir du 1er janvier 2021. Donc ça, c'est quand vous me parliez tout à l'heure des délais d'application, celle-là, je vous le garantis, elle est immédiate. Hein, de bien comprendre que de toute façon, que ça nous plaise ou non, le courant, il est bien dans la rénovation et dans l'obligation de la rénovation. Il y a un terme que je n'ai pas vu dans la loi, mais qui pourrait très bien arriver l'année prochaine, c'est par exemple une obligation de remise à niveau de votre bâtiment pour pouvoir le vendre. Ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez, puisque ça avait déjà été évoqué à l'époque par Nicolas Hulot, de mémoire, que ça a été repris une fois ou deux et puis abandonné. Ça a été indiqué par la commission citoyenne pour le climat, mais ça n'a pas été retenu. Enfin voilà, mais ça reste quand même quelque chose qui est une piste aussi à bien prendre en compte quand on achète de l'ancien aujourd'hui. Ben voilà, il faut savoir qu'on peut, si on achète de l'immobilier, c'est en général au minimum pour une dizaine d'années. Voilà, si on achète de l'ancien aujourd'hui, quid dans 10 ans de votre obligation de mettre votre appartement aux normes? Et ce sont des coûts qui sont non négligeables, bien sûr. Je partage les résultats du sondage. Merci. Alors, eh ben voilà, ça c'est une excellente nouvelle et je pense que le message est bien passé, que la norme va considérablement faire évoluer les prix d'achat. Maintenant, il faut aussi, pour rebondir avec les informations que nous donnait Marc en tout début d'entretien, c'est que le nombre de mises en chantier réel, hein, on ne parle pas des dépôts des permis de construire, il est plutôt de l'ordre de 380 000, 375 000, et que ces informations-là sont importantes parce que ça représente moins de 1% du marché global. Donc, vous comprenez aussi que quand on lance une nouvelle norme, même au bout de 10 ans, s'il y a 10% du marché qui est équipé, c'est beaucoup. Donc, aujourd'hui, voilà, faire des investissements, même sur les normes anciennes, sur lesquelles on va avoir peut-être 10-15% du marché qui est encore ou qui est déjà aux normes RT 2012 BBC, ne vous met pas en déphasage par rapport à 80% du marché qui n'est pas équipé. Donc, ce n'est pas la création de la norme, la mise en application de la norme et ensuite la mise en application sur l'ensemble des biens ne doit pas être un élément, comment dirais-je, de frein sur l'acquisition de l'ancien ou sur le fait effectivement qu'on peut se permettre de faire des acquisitions anciens aujourd'hui sans attendre évidemment le bâtiment neuf dans des conditions dont on a parlé tout à l'heure. Marc, si vous m'entendez. Oui, je vous entends bien, oui. Eh ben, pour ma part, voilà, j'espère avoir éclairci ou dépoussiéré cette loi qui peut être pas forcément très intéressante à lire dans tous ses détails. Et puis, je vous laisse la main pour finir. Comme toujours, hein, tous les adhérents, vous recevrez d'ailleurs le support de la présentation. Et si vous avez des questions ou la volonté de revenir vers moi pour toute étude un peu particulière, eh ben, n'hésitez pas. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Je saisis au vol, je suis désolé, j'ai relancé une petite polémique qui me tient à cœur à chaque fois, mais dans le courant de votre intervention, j'ai pu observer, encore une fois, le témoignage du fait que nos politiques, nos gouvernants sont très accros sur le primo-accédant. On veut une France de propriétaires, c'est une espèce de slogan
que je considère personnellement comme démagogique parce que ça contribue à calcifier le monde du travail. Et c'est sûr que quand vous êtes propriétaire à Limoges et qu'on vous propose de prendre un job à Strasbourg, vous êtes moins intéressé que si vous êtes, comme en Allemagne, sur un marché locatif extrêmement fluide, où vous savez que vous pouvez aller de Munich à Stuttgart sans difficulté. Et donc, je suis à chaque fois consterné de voir que nos politiques continuent de favoriser l'accession à l'immobilier et souvent aux dépens de l'investissement locatif, qu'il soit privé ou institutionnel, et qui a des vertus considérables dans la fluidité du marché de l'emploi. Absolument. Voilà. Le petit cadre politique de Marc Le Borgne. Je suis à 400% d'accord avec vous pour être moi-même locataire et multipropriétaire de résidences locatives. Et je pense que mon portefeuille immobilier n'est pas comparable avec mes amis d'enfance qui ont acheté une résidence principale. Voilà. Donc là-dessus, on en parlera et ça fait d'ailleurs partie des thèmes envisagés. Acheter une résidence principale ou acheter du locatif, ça fera partie d'un des thèmes qui sont prévus sur l'année 2021. Absolument. J'allais conclure en disant cela. On vous attend cette année sur des thèmes un petit peu moins théoriques et plus pratiques, où vous allez être challengé par une armée d'INSEA d'investisseurs qui vont vous poser des tas de questions très, très précises. Mais je ne vous crains pas. Entendu. Non, mais plaisanterie mise à part, j'avais la même discussion hier soir avec un investisseur suisse qui était très étonné parce qu'effectivement, en Suisse, être propriétaire ou multipropriétaire de locatifs et être soi-même loueur et non propriétaire de son bien, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et il y a 15 ans, je faisais des interventions sur le même sujet. Je paraissais totalement iconoclaste à l'époque. Aujourd'hui, je vois que voilà, on l'est un peu moins iconoclaste, mais pour autant, vous avez raison, dans l'ancrage mémoriel, la résidence principale, un an de salaire devant soi, etc., sont des notions sécuritaires, on va dire, liées à notre tempérament, j'ose pas dire latin, mais plutôt français, où la propriété reste quelque chose d'ancré, alors qu'on peut être propriétaire sans être propriétaire de l'endroit où l'on vit. Je suis d'accord. C'est beaucoup moins un centre de coût qu'une résidence principale. Comme je vous dis, c'est un thème qui est, qui est au travail et qui vous sera proposé peut-être pas le mois prochain, mais en tous les cas, dans les 6 mois, c'est certain que vous aurez ce thème-là, si ça vous intéresse, dans ce format-là, ou j'espère un jour dans les formats petit déjeuner que j'appréciais plus particulièrement. Croisons les doigts. Parfait. Merci beaucoup, Alain. Je me fais le porte-parole de tout le monde pour vous dire à nouveau merci pour la clarté de votre présentation, votre disponibilité, et on se revoit le plus vite possible. Eh bien, avec grand plaisir, et Kenavo Arwechal pour vous-même. Au revoir à tous et merci pour votre audience. Au revoir.